Test, test. Ouais, c'est bon. Alors, chers étudiants, chers Nantais, chers tous, bien le bonsoir et merci d'être présents pour cette nouvelle conférence Iségoria dans cet amphithéâtre. Alors, ce soir, c'est un incroyable cumular qui nous fait l'honneur d'être ici parmi nous. Alors, on a tout d'abord affaire à un historien et un chercheur des plus fringants qui officie à l'IRIS. C'est en outre, m'a-t-on soufflé, un professeur plutôt stimulant à Intégrale. À côté de cela, vous êtes également un auteur prolifique, avec une dizaine d'ouvrages à votre actif, et un chroniqueur et un blogueur sans conteste dynamique sur France Info et rue 89. Mais le plus étonnant dans tout ça, c'est que vous arriviez à trouver le temps d'être un Facebooker forcené et à tweeter de manière effrénée. Alors, qui est cette personnalité aussi intrigante que polyvalente? Il s'agit, messieurs, dames, de Thomas Snegarov. Alors, vous comprenez bien, cher public, que présenter de manière trop exhaustive notre invité de ce soir nous prendrait trop de temps, dont nous ne disposons pas. Alors, pour cerner de la manière la plus juste et en même temps la plus concise la personnalité et la qualité de notre prestigieux intervenant, rien ne m'a paru aussi judicieux que de vous faire un bref résumé des commentaires que vous faites, monsieur Snegarov, sur l'actualité, des fois humoristique, des fois ironique et des fois lucide. Alors, dans la droite lignée de votre dernier ouvrage, Kennedy, une vie en clair-obscur, je vous propose de découvrir, séance tenante, des extraits exclusifs de Snegarov, un tweet pour la culture. Alors, la thématique du jour, à savoir la géopolitique du sport, concilie deux grands centres d'intérêt pour vous. Le premier n'est un secret pour personne, puisque vous faites du décryptage de l'information, l'histoire, une activité à temps plein. Je relèverai donc deux de vos tweets qui illustrent bien ce propos. Le remaniement effectué, Ségolène Royal est nommée à la tête du ministère de l'écologie et des transports. Vous réagissez sans tarder, Ségolène Royal, ministre des Transports, première mesure, interdiction des scooters. Vous aurez compris l'allusion. Plus anciennement, alors que M. Fillon faisait sa rentrée médiatique sur Paris Match, avec une splendide vue sur le manoir familial en arrière-plan, vous faites remarquer avec justesse: les ficelles de la com de Fillon sont aussi grosses que ses sourcils. Sans aucun doute. Ne m'en voulez pas, M. Snegarov. Bien entendu, ceci ne représente qu'une infime partie du plaisir qu'on a à lire la vision satirique que vous portez sur un monde qui bouge sans cesse. Mais il s'avère que vous êtes également un féru de sport. Et ça, c'est important. En atteste la thèse de votre DEA sur les JO de Paris de 1924 et encore une fois, l'attention sans faille que vous portez à l'actualité sportive. Ainsi, lorsque l'ex-footballeur Jean-Alain Boumsong, reconverti en consultant télé, commande de la manière suivante le dernier match de l'Olympique lyonnais, l'OL a perdu 1-0 à domicile face à la Juve. Ce n'est pas forcément un mauvais résultat. Vous réagissez, clavier à la main, en portant une estocade aussi brève que cinglante à ce dernier. Aussi bon joueur que commentateur, celui-là. Nicolas Nelka en prend aussi pour son grade. Tout récemment transféré à Belo Horizonte, un club brésilien, vous commentez à juste titre: Anelka au Brésil, ouf, ce n'est pas pour la Coupe du Monde. Et tout récemment, ce week-end, le très mauvais départ de l'équipe de France face à l'Allemagne en Coupe Davis ne vous a pas non plus échappé. De la compétition sportive au rapport de force entre les deux géants de l'Union européenne, le pas est facile à franchir. Bon présage ou non, c'est bel et bien la France qui l'a emporté ce week-end. À ce propos, j'espère que vous aimez le tennis, monsieur Snegarov, car j'ai l'ambition de réaliser un de vos rêves de jeunesse ce soir. À vos pieds se trouvent normalement 3 balles de tennis, dédicacées soigneusement par votre main, que je vous inviterai à lancer sitôt votre performance oratoire achevée, dans un public qui scandera frénétiquement jusqu'à perdre haleine votre nom. Et les heureux qui les attraperont pourront venir me voir à la toute fin, récompense à la clé. En définitive, Quitius Altius Fortius, plus vite, plus haut, plus fort, telle est la devise des Jeux Olympiques, mais également celle d'un Thomas Snegarov qui n'a cure de cumuler moult défis et activités
en maintenant un œil alerte et critique sur l'actualité. Vous l'aurez compris, curieux, intrépide, bourré d'ironie et surtout, monstre impressionnant de la géopolitique, il nous fait le plaisir d'être ici ce soir, Thomas Negaroff. Excellente conférence. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, très difficile d'intervenir après Paul. Je vais quand même tenter quelque chose pour introduire donc, de votre propos, cher Thomas. Donc, on est absolument ravis de vous recevoir. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, sur cette thématique, les manifestations sportives, c'est-à-dire l'ambivalence des manifestations sportives, puisque se greffe autour de ces manifestations tout un autre ensemble d'éléments qui ne sont pas forcément directement liés au sport. Alors, pour introduire la palette des émotions et des sentiments qui peuvent nous animer, je vous propose une sélection de mon choix de quelques photos quelques images qui peuvent nous faire réagir. Alors, première image, donc la Coupe du Monde de 98 est une affaire de coup de tête, plutôt un double coup de tête, c'était déjà, j'ai envie de dire, pour Zidane, puisque grâce à sa vista, il nous permet de remporter la Coupe du Monde. Et évidemment, s'ensuit une liesse populaire absolument incroyable. On voit les gens sur les Champs-Élysées, le bus de l'équipe de France, et puis on constate également que là, la liesse est très rassembleuse, puisqu'elle inclut également les politiques. Voici ici Jacques Chirac. Alors plus proche de nous, en février 2014, Renaud Lavillenie qui bat un record vertigineux, c'est le cas de le dire, puisque ce record datait de plus de 20 ans, qui était détenu par Sergueï Boubka, et il le bat sous les yeux de Sergueï Boubka, en Ukraine même. Mais le sport, c'est aussi d'autres éléments, et parfois certains, pour conquérir la victoire, ne sont prêts à utiliser des chemins qui ne sont pas forcément les plus valorisants et les plus valorisés, avec des accusations qui n'engagent que le propos de Lance Armstrong, mais qui nous dit quand même impossible de gagner le Tour sans dopage. Voilà, donc l'inénarrable Lance Armstrong qui aura trompé les amateurs de petites reines au moins 7 fois, puisqu'il a remporté 7 Tours de France. Voilà, et puis grandeur et décadence pour le foot français, puisque là vous voyez les joueurs de l'équipe de France enfermés dans leur bus, refusant de s'entraîner, essayant de négocier à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud, essayant de négocier des primes qu'ils ne jugeaient pas suffisamment conséquentes. Mais fort heureusement, leur performance sportive aura clos le débat de l'attribution ou pas des primes. Plus proche de nous, voire très proche de nous, les JO d'hiver donc de 2014 à Sotchi, dont le coût, donc là on entre sur la dimension un petit peu financière, le coût était de 40 milliards d'euros, certains ont même avancé le chiffre de 50 milliards d'euros. À tout le moins, ça représente à peu près 20 fois plus de budget que les 2 éditions précédentes, ce qui est absolument incroyable, et puis on passe sur le coût social, environnemental, etc. Donc, un exemple, Sotchi, c'est un exemple de lien entre sport et politique. Un autre exemple qui est peut-être un des exemples les plus caricaturaux, qui est la Coupe du Monde 78 en Argentine, où là, tout avait été orchestré pour que l'équipe d'Argentine gagne, puisque les matchs étaient truqués et la victoire était préprogrammée. Et donc on voit là le capitaine argentin Mario Kempes soulevant la coupe remise par le dictateur local Videla. Voilà, des histoires aussi de boycott, parce qu'à trop instrumentaliser, on suscite des réactions. À gauche, on a l'affiche des Jeux Olympiques de Moscou, boycottée par les États-Unis, puisque souvenez-vous, les Russes avaient envahi l'Afghanistan quelques mois auparavant. Réaction russe en 84 à Los Angeles, c'est la une du Time, puisque les soviétiques vont eux cette fois boycotter les JO de Los Angeles. Et puis des problématiques toujours d'actualité, puisque à Pékin en 2008, Médecins sans frontières, enfin plutôt Reporters sans frontières, avait osé cette affiche provocatrice, mais qui témoignait de la liberté des droits de l'homme dans ce pays et de la liberté d'expression. Voilà. Et puis des contre-propagandes également, puisque parfois les JO ou une grande compétition sportive peut servir aussi de tribune. On voit ici les Black Panthers au JO de Mexico en 68 qui se servent de cette tribune pour revendiquer les droits civils de la communauté noire aux États-Unis.
Dans le même ordre d'idées, mais plus dramatique, la prise d'otage de la délégation israélienne au JO de Munich en 72, qui fera 18 morts, dont 11 membres de la délégation israélienne. Beaucoup de dégâts matériels et heureusement moins de victimes au JO d'Atlanta en 96. Là, c'était un extrémiste religieux. Voilà, et puis un lien entre sport, événements et retombées économiques, puisque y a cette idée qu'on va valoriser l'image du pays, faire venir directement à l'occasion de l'événement des touristes, et puis que cette image va perdurer. Bon, alors il y a des échecs. Athènes, on a ici l'image d'un site olympique déserté, et puis on sait ce qu'il est advenu de la dette grecque par la suite. Et peut-être, mais là encore on n'a pas d'évaluation précise, mais peut-être que pour Barcelone, l'effet était positif. C'est ce qui est en tout cas avancé par les responsables de la municipalité de Barcelone. Voilà, et puis pour finir, avant de vous donner la parole, cher Thomas, donc deux images que j'aime beaucoup. Le pied de nez de l'histoire, c'est la quadruple victoire de Jesse Owens, l'athlète américain, donc aux Jeux Olympiques de Berlin, qui était censé servir la propagande du chancelier allemand Adolf Hitler. Et donc sous les yeux d'Adolf Hitler, Jesse Owens remporte ses 4 médailles, obligeant le Führer à quitter le stade humilié et vexé. Et puis une dernière, plus poétique, où là, on a une vision incongrue de Jamaïcains sautant dans un bobsleigh. Alors, vous pouvez vous douter qu'il n'est pas évident de s'entraîner au bobsleigh en Jamaïque. Et là, on voit, alors c'est une image tirée plutôt du film Rasta Rocket, qui a immortalisé l'événement, puisque là, la photo et la participation des Jamaïcains, c'était en 88 au JO de Calgary au Canada. Donc on voit les Jamaïcains en train de s'entraîner. Voilà, et puis pour la petite histoire, les Jamaïcains, avec leur faible entraînement et leur matériel de qualité discutable, ont fini à pied, les 4 à pied, l'épreuve. Voilà, la parole est à vous, cher Thomas. Donc on voit qu'on a une problématique qui est compliquée et qui appelle à beaucoup d'interprétations. Bonjour. Je suis embêté parce que, en fait, toutes mes vannes ont été faites et toutes mes diapos ont été montrées. Donc, merci. Et au revoir. Non. Il y a encore plein de choses à dire. Et, en fait, j'aimerais commencer par une question un peu peut-être qui pourrait rendre la conférence totalement inutile, à savoir, est-ce qu'il existe ou pas une géopolitique du sport? C'est-à-dire que on a vu dans les images à l'instant, on a vu des choses... Ça marche ça? Ouais. On a vu des choses... je vais un peu me promener. On a vu des choses intéressantes, mais on a parlé de Munich. Mais est-ce que c'est le sport, est-ce que c'est de la géopolitique du sport qu'il y ait des athlètes israéliens qui soient pris en otage par une organisation terroriste palestinienne, Septembre Noir, lors des JO de Munich, par exemple? Est-ce que c'est de la géopolitique du sport? Ou est-ce que c'est de la géopolitique qui prend pour terrain le sport? Est-ce que lorsqu'il y a les attentats de la gare d'Atocha en 2004 à Madrid, est-ce qu'après on dit il y a vraiment une géopolitique des gares? Pas vraiment. En réalité, c'est un lieu important. Cela étant, évidemment, si je suis là ce soir pour vous en parler, c'est qu'il y a évidemment une dimension très politique au sport, mais qui, à mon avis, n'est pas forcément là où on l'attend. Je travaille un peu sur le sport et la politique, le sport et les relations internationales, et je suis assez frappé en général par l'absence d'imagination de ceux qui en font, parce que dire il y a un attentat sur un événement sportif, c'est bien la preuve que le sport est un enjeu géopolitique. Non. Ce qui est un enjeu géopolitique lors de Munich en 72, c'est le conflit israélo-palestinien, qui trouve une expression dans un lieu particulier qui sont les Jeux Olympiques à un moment donné. Ouais, donc il faut aller chercher ailleurs, à mon avis, ailleurs les ressorts d'une vraie géopolitique du sport, et c'est ce qu'on va essayer de faire ensemble pendant 3 heures. Alors, vous êtes pas au courant? Ils ont fermé les portes à clé de toute façon. Vous pouvez toujours faire les malins. Alors, donc pour commencer, ça va marcher? Oui. Alors voilà. Pour commencer, d'abord, effectivement, je crois qu'il faut se mettre quand même d'accord sur une chose,
C'est que, comme je l'ai écrit, le sport, les grands événements sportifs offrent les conditions d'une géopolitique du sport. Ça, c'est évident. Pourquoi ? Parce qu'ils sont hyper médiatisés, parce que ce sont des événements globaux et qui sont du coup une caisse de résonance exceptionnelle. On vient d'en parler tout à l'heure sur Munich, c'est évidemment le cas. Juste quelques éléments pour nourrir ça. Si vous voulez, les premiers Jeux Olympiques modernes, 1896, il y avait 30 journalistes qui étaient accrédités pour l'événement. 30 journalistes. Aux Jeux Olympiques de Londres en 1948, il y en avait 500. Donc c'est quand même 10 fois plus, même plus de 10 fois plus. Ensuite, aux Jeux Olympiques de 92 à Barcelone, il y avait 12 500. Et aux derniers Jeux Olympiques, à Londres, il y en avait 21 000. Et 21 000, et même le double qui n'étaient pas accrédités. Des gens qui faisaient des sujets hors des stades, etc. C'est-à-dire qu'aux Jeux Olympiques de Londres, ou de Pékin, c'est pareil, vous aviez plus de journalistes que d'athlètes. Vous imaginez le truc. C'est donc que c'est évidemment une machine médiatique extraordinaire. C'est ça que je parle de caisse de résonance. C'est-à-dire qu'évidemment, la géopolitique, faire avancer ces idées géopolitiques doit passer par la mobilisation des masses. Et la mobilisation des masses, le sport en est un exemple. Voilà. Donc la gare d'Atocha aussi, parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de monde, ça frappe beaucoup, c'est en plein centre d'une capitale européenne. Pareil pour le métro de Londres, etc., etc. Pareil pour le World Trade Center, par exemple. Donc on est sur quelque chose, à mon avis, d'important ici, qui est cette caisse de résonance potentielle, qui se traduit d'ailleurs par l'envolée des droits de diffusion télévisés. On l'a vu il y a 3 jours, là, même hier, avant-hier, ou hier ou avant-hier, je ne sais plus, sur les droits télé. Alors c'est en train, alors regardez pas le classement, enfin c'est pas un train intéressant, mais enfin on est sur des sommes aujourd'hui absolument démentielles. Pour les droits télé au Royaume-Uni, c'est plus de 1,7 milliards d'euros pour avoir le droit de diffuser le championnat anglais. Ça, c'est... Alors, si j'en parle, c'est uniquement parce que c'est juste révélateur d'un intérêt potentiel mondial du sport. On parlait tout à l'heure de Lance Armstrong et du dopage lors des Tours de France. Les Tours de France sont aussi des événements mondiaux. Parmi les grands événements mondiaux que j'évoquerai ce soir, il n'y en a pas 50 000. Il y a les Coupes du Monde de football, évidemment, les Jeux Olympiques, d'été d'ailleurs beaucoup plus que d'hiver, mais enfin d'été et d'hiver, et puis le foot, les championnats de France, etc., de foot, les championnats d'Europe de foot, tout ça, il y a effectivement un grand événement, et puis le fameux Tour de France, et il y a d'autres grandes choses, le championnat du monde d'athlétisme, etc., mais ces grands événements-là, aujourd'hui, vraiment attirent une attention mondiale, coûtent très cher. Et je voulais juste un petit mot comme ça. Regardez le coût aujourd'hui pour diffuser une Coupe du Monde de football. Les prix ont explosé. On était à 39 millions de francs, millions d'euros, pardon. Là, en euros, c'est 24, peu importe, 24 millions d'euros en 82. Aujourd'hui, on dépasse le milliard largement pour une simple compétition sportive. C'est donc que tout ça est le révélateur de conditions, à mon avis, qui font qu'une géopolitique du sport peut émerger, mais ce n'est pas le plus impressionnant. Le plus important, c'est ça. C'est qu'effectivement, et c'est un peu un deuxième point, mais que je vais développer davantage, l'idée que les grandes compétitions sportives, les manifestations sportives, comme on les a appelées dans la problématique de ce soir, eh bien, c'est l'expression de la puissance. Après, je verrai, est-ce que c'est un facteur de puissance ? C'est pas pareil, mais ça exprime une puissance. Pourquoi ? D'abord, accueillir les grands événements, c'est déjà un certificat de puissance. Quand on regarde un peu sur la carte, alors il y a plein de choses, mais si on se concentre uniquement, par exemple, sur les villes organisatrices des Jeux Olympiques d'été, eh bien on constate, alors la Coupe du Monde de football c'est un peu différent, parce qu'il y a beaucoup de pays d'Amérique latine qui ne rentrent pas vraiment dans la logique, mais si on se concentre uniquement sur l'événement phare qui a lieu tous les 4 ans, qui est les Jeux Olympiques d'été, on constate quoi ? On constate qu'il y a un vrai rapport presque direct entre l'organisation des Jeux par une ville, pas par un pays mais par une ville, et la montée en puissance géoéconomique de l'État qui l'accueille. Après, on verra pourquoi. Je peux vous donner pas mal d'illustrations. Alors, les Jeux Olympiques, les premiers, entre 1896 et 1948, 52 même, c'est tous en Europe ou aux États-Unis. Bref, dans ce monde qui est largement en avance et qui a le luxe d'organiser un événement sportif. Les populations crèvent pas de faim, on peut s'amuser à faire des choses comme ça. Et puis après, c'est intéressant, c'est après la Seconde Guerre mondiale, on constate que, regardez, les Jeux vraiment jouent un rôle presque de certificat de puissance. En 1960, c'est l'Italie et Rome qui organisent des Jeux. Pour les Italiens, c'est le symbole que le Rome détruit d'après-guerre, Rome ville ouverte, etc. Pensez à ces films, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin, Rome s'est relevée et Rome peut montrer au monde qu'elle s'est relevée. 64, Tokyo.
c'est le miracle japonais. Miracle italien, miracle japonais. Si on passe un peu dans le temps 72, les Jeux de Munich, c'est le miracle allemand. Pour les Allemands, c'est hyper important. C'est pour montrer que l'Allemagne de 72 n'est plus la même Allemagne que celle de 36. Manque de peau, il y aura cette prise d'otage terrible qui rappellera à quel point on ne peut pas faire l'impasse sur ces questions politiques. Mais c'était l'idée que l'Allemagne nouvelle était arrivée. 72, on peut continuer. Ensuite, dans les années 80, alors bien sûr, il y a l'épisode Moscou-Los Angeles, qui est un épisode plutôt géopolitique. Mais si on continue, en 88, Séoul organise les Jeux d'été. Séoul, franchement, en 1948, Séoul, c'est pauvre. En 1988, Séoul, c'est le symbole des NPIA, nouveaux pays industrialisés d'Asie, qui ont émergé. Et symboliquement, Séoul obtient les Jeux Olympiques. Alors que honnêtement, Séoul, personne n'aurait imaginé qu'un jour Séoul obtiendrait les Jeux Olympiques. Je pense que Pierre de Coubertin ne savait même pas que Séoul existait. Hein. Donc Séoul 88, et puis on peut continuer comme ça. Barcelone 92, c'est un peu spécial, parce que c'est Juan Antonio Samaranch, qui était le président du CIO, qui voulait absolument avoir ces Jeux pour lui. C'est un peu différent. Mais après ça, hein, évidemment, on peut aller assez vite jusqu'à Pékin en 2008, qui est aussi le symbole de la puissance de Pékin, de la puissance de la Chine, je veux dire. Et puis les Jeux à venir, le Brésil tout de même, qui aura les Jeux Olympiques en 2016. Après, ça marche pas toujours mon truc, hein, parce que parfois le CIO a besoin aussi de garanties financières, d'avoir des Jeux qui rapportent plein d'argent. Pensez par exemple aux JO qui auront lieu à Tokyo en 2020. Ça sera pas, ça peut être le symbole du renouveau japonais, hein, avec les Abenomics qui ont lieu actuellement, pourquoi pas. Mais donc il y a quand même quelque chose de fort. Alors pourquoi est-ce que c'est l'expression ? C'est l'expression parce que pour obtenir les Jeux Olympiques, si on rentre un peu dans la machine, vous savez, il n'y a rien de moins démocratique que le CIO, qui pourtant a les allures d'un truc démocratique. Quand j'entends, par exemple, vous savez, quand la France n'a pas eu les Jeux Olympiques de 2012, vous vous souvenez peut-être que c'était Paris ou Londres, et quand Paris n'a pas eu les Jeux Olympiques, on a crié au scandale en France. Comme si le CIO, c'était l'ONU. Le CIO, c'est 115 aristocrates, ou presque, cooptés entre eux, qui prennent leurs décisions comme ils l'entendent, qui sont parfois d'ailleurs extrêmement corrompus, et qui décident. Donc, ça n'exprime pas du tout un vote démocratique d'organiser les Jeux. Alors en quoi est-ce que ça exprime la puissance ? Ça l'exprime de deux manières. D'abord, parce que ça coûte extraordinairement cher d'organiser les Jeux Olympiques. On voit ici le budget des derniers Jeux. Alors j'ai des chiffres un peu plus modestes que le 40 milliards, mais c'est vrai que ça a dû dépasser. Mais enfin voilà les chiffres des Jeux récents. C'est marrant quand même de penser que les Jeux de Sochi, c'est le PIB de la Tunisie quand même. Donc ça remet les choses à leur place. En même temps, vous pouvez apprendre au passage que le PIB de la Tunisie, c'est 15 Airbus à 380, donc on apprend plein de choses. Enfin, toujours est-il que ça coûte extrêmement cher. Donc déjà, c'est une expression de la puissance économique. Si vous n'avez pas les reins assez solides pour organiser les Jeux Olympiques, vous ne pouvez pas les organiser. En plus, vous remarquez qu'il y a souvent un décalage très fort entre le coût prévu et le coût final. Et ça, c'est les municipalités qui doivent l'assumer. Donc ça coûte extraordinairement cher, et évidemment, il y a des tas d'espaces du monde entier qui sont de fait, par ce simple fait économique, exclus de l'organisation des Jeux Olympiques. Hein, l'Afrique, pour le coup, elle a pu organiser une Coupe du Monde de football, parce qu'il y avait déjà pas mal de stades. Les Jeux Olympiques, c'est quand même beaucoup plus complexe, notamment par rapport à la photo qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'il y a des infrastructures qui seront perdues pour toujours. Hein, une piste de bobsleigh, par exemple, en montagne, c'est pas très utile, enfin, je sais pas ce que vous faites comme sport, mais ou du curling, par exemple. C'est pas des choses qu'on utilise beaucoup. Et puis surtout, parce que, et on le voit sur ce document, qui est assez précieux, assez difficile à trouver d'ailleurs, c'est l'impact financier des Jeux. Et les Jeux Olympiques ne sont pas nécessairement une bonne affaire en plus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'argent à mettre au départ, et puis on peut en perdre beaucoup. Hein, regardez, Montréal a perdu beaucoup de sous. Alors Montréal, c'est connu pour ça. Il paraît que Montréal continue encore à rembourser les Jeux Olympiques de 76. Vous imaginez le truc ? Donc voilà. Alors, effectivement, même après, on peut discuter, parce que dire que Athènes a fait 9,6 millions de bénéfices, on lit aussi beaucoup que c'est l'un des facteurs de la crise, l'un des nombreux facteurs hein, de la crise économique qui a frappé la Grèce. Donc, tous les bénéfices ne sont pas, c'est pas forcément une bonne affaire de le faire. Il faut beaucoup de moyens. Et puis le deuxième aspect, je dis qu'il y avait deux éléments d'expression de la puissance pour avoir les Jeux Olympiques, c'est qu'il faut être capable de faire du lobbying. Et là, on n'est plus sur des ressorts de l'influence et de la puissance. C'est que si vous voulez convaincre les 100 et quelques membres du CIO, ben, il faut avoir de quoi les convaincre. Alors, vous pouvez les convaincre évidemment en les corrompant, mais c'est quand même pas la règle. Mais surtout, il faut que les gens du CIO aient envie de vous confier l'organisation des Jeux Olympiques, qui est quand même leur trésor de guerre,
Et ça, c'est des choses assez difficiles à percevoir ou à mesurer, mais c'est du ressort de l'influence. C'est du ressort de l'influence. C'est exactement ce qui a manqué à la France, on en parlait tout à l'heure, pour 2012, lorsqu'en 2005, Tony Blair, Tony Blair a fait le boulot. Il a passé 2 jours, 2 nuits avec les membres du CIO, aller les voir chacun, à évoquer la grandeur du Royaume-Uni, il allait voir tous les membres issus du Commonwealth, donc il a agité des réseaux géopolitiques anciens, tandis que la France, Chirac il est venu 2 heures, il pense avoir le meilleur dossier, et puis la France n'a pas eu les Jeux Olympiques. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la capacité à influencer les membres du jury, et la capacité à influencer, c'est exactement ce que Joseph Nye appelle du soft power. C'est une expression du soft power. D'accord ? Donc, et ça aussi d'ailleurs. Donc on est vraiment dans autre chose que la puissance militaire coercitive. On est sur du soft power. Donc les conditions sont réunies et on a l'expression. Mais c'est aussi, je crois, les Jeux Olympiques en particulier, et pas seulement d'ailleurs le sport, pardon, c'est aussi un moyen de maintenir et de renforcer des liens géopolitiques et historiques anciens. Et là, c'est des compétitions que vous connaissez peut-être pas forcément, mais qui sont hyper importantes d'un point de vue géopolitique. Alors ça, vous ne connaissez pas, à mon avis. Ça, peut-être que si, c'est la cérémonie d'ouverture des Jeux de la francophonie. Et les Jeux de la francophonie, c'est une pierre essentielle de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est un élément essentiel de la puissance française, essentiel. Et pour vous dire en quoi c'est essentiel, c'est essentiel d'abord parce que ça permet de souder, à un moment donné, pendant 2 semaines, les pays francophones autour d'un événement commun, ce qui n'est pas si fréquent que ça, il y a des sommets, mais c'est un moment important. Et puis, encore une fois, le choix de la ville qui va accueillir cet événement, il est encore une fois essentiel. C'était Nice en 2013, eh bien en 2017, c'est tous les 4 ans, ça sera en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez la dimension géopolitique de ça ? La Côte d'Ivoire qui est un pays perdu par la France, sous Gbagbo. Il y a eu des années où, à Bouaké, il y a eu des manifestations anti-françaises, les Français ont dû partir, il y a des entreprises françaises type Bouygues qui étaient en grande difficulté, et puis, aussi grâce à la France, Alassane Ouattara a remporté les élections, et ensuite il a fallu aller, et l'armée française a joué un rôle, il a fallu ensuite renverser Gbagbo qui ne voulait pas lâcher le pouvoir. Eh bien, dans la foulée de cela, la Côte d'Ivoire a été choisie pour organiser les Jeux de la francophonie. Vous voyez, symboliquement, c'est l'expression de quoi ? C'est l'expression du retour de la Côte d'Ivoire dans l'espace francophone. Dans l'espace francophone, j'avais presque dit dans la France-Afrique, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, dans l'espace géopolitique français et dans son ère d'influence traditionnelle. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'assez important qui se joue dans des événements qui ne sont pas forcément les plus médiatisés non plus, mais qui ont une importance régionale majeure. C'est le cas aussi des Jeux du Commonwealth pour les Anglais. Alors pas que pour les Anglais d'ailleurs, pour les Anglais et les autres, c'est un lien maintenu. Ils ont lieu les derniers ont eu lieu à Delhi. Les prochains, je crois que c'est en Écosse, à Glasgow, en 2014, cette année. C'est pas des événements que vous connaissez, qui sont pas hyper médiatisés en France, mais qui sont énormément dans ces pays-là. Et pour l'Inde, ça a été quand même le moyen d'organiser un grand événement mondial, parce que le Commonwealth c'est mondial, il y a les Néo-Zélandais, les Australiens, les Canadiens, c'est mondial, il y a des sports du cricket, etc., qui sont les sports très identitaires pour eux, le hockey sur gazon, etc., c'est des choses qui sont très fortes dans l'identité du Commonwealth, et encore une fois, ces événements-là ne sont pas du tout anodins d'un point de vue géopolitique, ils expriment, et là on est presque finalement dans la géopolitique du sport, puisqu'ils permettent de réinventer les relations. Alors, on pourrait dire, ça pourrait être autre chose, ça pourrait être un sommet politique, mais peut-être, et j'en parlerai plus tard, peut-être que se joue dans le sport quelque chose de quand même de particulier en termes d'entente des peuples, mais sur lequel je reviendrai un chouïa plus tard, mais qui me semble important. Alors la vraie question, et c'est celle sur laquelle je passerai le plus de temps, c'est de savoir si les grands événements sont-ils autre chose qu'une simple expression de la puissance ? Peuvent-ils générer de la puissance ? En gros, y répondre par la négative signifierait simplement qu'il n'y a pas de géopolitique du sport. Vous avez compris, c'est un peu le truc que j'essaie de démontrer avec vous maintenant. Alors, d'abord, et c'est ça, là on est vraiment dans de la construction de quelque chose, organiser les Jeux Olympiques, c'est pas uniquement je suis capable de le faire, c'est aussi je montre au monde un visage particulier. Et là, c'est les Jeux Olympiques de 1936 à Berlin, qui sont évidemment des jeux classiques à quiconque fait de la géopolitique du sport,
même si je tiens d'ailleurs à vous mettre en garde par rapport à une idée fausse. Hitler n'a pas obtenu les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques avaient été obtenus par la République de Weimar mourante, agonisante, et Hitler, en arrivant au pouvoir, a hérité de ce cadeau qui étaient les Jeux Olympiques. Donc quand on dit le CIO, quelle horreur, ils ont donné les Jeux Olympiques à Hitler, c'est faux. Le CIO n'a jamais donné, ils l'ont donné à la Chine, ils l'ont donné à l'URSS, ce que vous voulez, mais ils n'ont jamais donné à l'Allemagne nazie, qui en a fait en revanche une démonstration de force qui n'est pas d'ailleurs la panacée des régimes totalitaires, mais qui est quand même très particulière au régime totalitaire. Pourquoi ? Parce que dans les régimes totalitaires, on sait bien, et c'est pas moi qui l'ai montré, mais beaucoup d'historiens du fascisme, du nazisme et du fascisme qui l'ont montré, les régimes totalitaires sont d'abord des régimes qui se montrent. Des régimes qui se montrent et qui pensent le corps. Qui pensent le corps. Vous savez, le totalitarisme, c'est quoi ? C'est penser la totalité des dimensions des individus, et y compris le corps. Or, le corps fasciste, le corps nazi, mais le corps fasciste en général, ou le corps soviétique, pensez à Stakhanov, par exemple. Le corps soviétique, c'est un corps viril, un corps puissant, un corps musculeux, un corps en bonne santé. C'est la santé d'une nation que l'on veut montrer au monde. D'où l'image, effectivement, de Jesse Owens, qui vient dire « Ah ben non, regardez, un noir peut aller plus vite qu'un blanc. » Ce qui est assez fréquent. Mais la race aryenne pensait qu'elle était supérieure. Alors ça a été... Voilà, mais je ne veux pas déflorer ce que je vais dire après, mais en tout cas, il y a cette dimension de force. Souvenez-vous aussi des Jeux Olympiques de Pékin, qui étaient vraiment une ode à la gloire du régime. Et pensez aussi à Sochi. Parce que Sochi, c'est quand même fascinant. Sochi, le cycle de Sochi est génial, parce que vous avez Sochi, Jeux Olympiques, dans la foulée, la Crimée. Donc, on passe du soft power au hard power. Et après, théoriquement, était prévu, alors je ne sais pas si la Crimée était prévue dans le cycle, mais théoriquement, était prévu ensuite le G8 à Sochi. Donc il y avait presque un jeu d'aller-retour à Sochi qui était l'expression du néo-impérialisme russe. Et quand vous avez regardé, comme je l'ai fait attentivement, la cérémonie d'ouverture, qui sont toujours des moments hyper importants d'un point de vue géopolitique, la cérémonie d'ouverture, c'est quoi ? C'est le roman national. Tout à coup, vous avez une espèce de glorification du passé, et tous les observateurs se demandaient, mais est-ce que Poutine osera, que fera-t-il de l'URSS dans sa cérémonie d'ouverture ? C'est compliqué, parce que c'est une mémoire difficile, même si lui-même reste très attaché à l'URSS. Mais montrer au monde, alors qu'on veut montrer une nouvelle image plus douce, plus joviale, plus sportive, etc., c'est aussi les goulags. Eh bien, il y est parvenu par les grands écrivains, par la culture. Et donc, se raconte une histoire, ce qu'on appelle un roman national, très beau, avec beaucoup de danseurs, mais qui montre au monde une image totalement fantasmée d'une nation, qui n'existe pas en réalité ainsi, mais ces moments-là, et qui sont en mondiovision, permettent de démontrer la force d'un pays, son unité, sa grandeur historique. Alors, après on se posera la question, peut-être vous aurez des questions, parce que moi j'ai toujours pas la réponse. Est-ce que ça a un effet concret ? Parce que c'est ça la puissance aussi. Est-ce que ça a des conséquences pour les gens qui font du commerce avec ces pays-là ? Est-ce que ça a des conséquences sur les autres membres du G20, de l'ONU, etc. Est-ce que ça change quelque chose ? Ça, c'est une vraie question. Parce que la géopolitique, c'est pas que des idées, c'est aussi effectif. Pourquoi faire tout ça ? En tout cas, et je répondrai à la question un peu à la fin. Mais en tout cas, voilà ce qui se joue. Cette démonstration de force, elle est, je crois, essentielle. Alors, on avait la même image, mais c'est pour vous dire qu'en foot aussi, ça marche. C'est la Coupe du Monde de 78, pardon, avec effectivement le dictateur Videla. Alors, je crois les matchs achetés, je suis pas sûr, mais c'est ce qui se dit ? D'accord. Donc je ne pensais pas que les matchs étaient achetés, mais en tout cas, toujours est-il que tout avait été bien construit pour que l'Argentine soit championne du monde, et ça avait été, pour Videla, un triomphe personnel. Parce qu'effectivement, là encore, on est dans une question essentielle, qui est celle de convertir la victoire sur le terrain en victoire politique, en victoire symbolique. Alors pour Videla, c'était réunir son pays autour de lui, montrer qu'il était un dictateur qui gagnait, qui triomphait. D'où, d'ailleurs, la forte tentation d'affaiblir la puissance organisatrice dans un rapport de force géopolitique classique, à partir du moment où celui qui reçoit les Jeux Olympiques, d'ailleurs, ce n'est pas l'apanage des régimes totalitaires, ce que je viens de dire avant.
Parce que, regardez par exemple, vous savez que je vous ai parlé de l'Allemagne nazie, de la Russie d'aujourd'hui et de la Chine. Mais, juste... Ah, ça avance tout seul. Comment ça se fait? Ah, ça recule. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, alors, attendez 2 secondes. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas que les régimes totalitaires. Pensez aux Jeux Olympiques de 84 à Los Angeles. Alors là, j'ai travaillé dessus un peu. C'est un délire patriotique. 84, c'est quoi aux États-Unis? La machine économique est relancée. On est en été 84. Ronald Reagan est sur la voie de ce qu'on appelle le landslide victory, donc une victoire écrasante à la présidentielle. Son slogan de campagne, c'est « America is back ». En 80, c'était... Excusez-moi, « It's morning again in America ». Il y avait un côté, c'est le réveil, enfin, on se réveille après les années horribles, Carter, etc. Là, c'est l'Amérique est de retour. Et les Jeux sont organisés à Los Angeles. C'est un délire patriotique. Pourquoi? Et on va en parler dans un instant. Parce qu'il n'y a que... Parce que l'URSS boycotte. Et souvent, boycotter, en fait, dans le sport, ça ne marche pas. C'est pas une arme efficace. Déjà, alors bon, il y a des affiches assez violentes. Hein. Pas de football entre les camps de concentration. Bon, en Coupe du Monde de football, personne ne boycotte jamais. C'est tellement compliqué de se qualifier qu'on ne va pas boycotter après. Mais personne ne boycotte jamais. Il y a des joueurs, hein, Cruyff, Johan Cruyff, qui est peut-être le plus grand joueur européen, en tout cas de l'époque, ne joue pas pour les Pays-Bas pour des raisons politiques. Il refuse d'y aller. Bon, c'est un cas personnel, individuel. C'est pas ça de la géopolitique. Personne ne boycotte. Et en ne boycottant pas, ils font le jeu de Videla qui peut avoir un événement mondial et servir de caisse de résonance que j'évoquais au début. Mais alors le problème, c'est que il y a des... Alors à Pékin, malgré ça, il y en avait la même de RSF, qui à l'époque était dirigée par Robert Ménard. Temps change. Donc à Pékin, personne n'a boycotté. Personne n'a boycotté. Ce qui est intéressant d'ailleurs. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que l'événement est plus fort aujourd'hui que tout. C'est-à-dire que refuser, boycotter, c'est se mettre en dehors pendant 15 jours, ou 3 semaines si c'est du foot, en dehors du concert des nations. Et c'est ça la puissance du sport aussi aujourd'hui. C'est se mettre hors du truc. C'est comme si vous allez boycotter l'ONU par exemple. Alors c'est moins fort évidemment, mais tout d'un coup vous n'existez plus sur la carte. Et le boycott, on l'a oublié du jour au lendemain. À peine l'épreuve a commencé que votre boycott, personne n'y pense. Et les boycotts ne marchent jamais. Regardez, je vous parlais de Los Angeles 84. En 84, l'URSS boycotte Los Angeles parce que les Américains avaient boycotté en 80. Mais au contraire, c'est un boulevard pour l'Amérique de Reagan qui remporte un nombre de médailles hallucinant et qui peut faire de cette Olympiade je répète le terme, un délire patriotique, nationaliste presque, drapeau partout. C'est Carl Lewis qui gagne 4 médailles d'or. C'était l'Amérique qui gagne et triomphante. Personne ne se disait mais où sont les Soviétiques? Aucun intérêt. C'est moins vrai pour 80. Parce qu'en 80, parce que les droits télé, c'est les Américains qui les payaient. Et quand l'Amérique boycotte les Jeux de 80, là, il y a un manque à gagner très fort pour l'URSS. Mais en fait, il n'y a que l'immense puissance américaine qui a un boycott qui peut faire bouger les lignes. Sinon, personne. Qui se souvient aujourd'hui qu'en 1976, les pays africains, dans leur quasi-totalité, ont boycotté les Jeux de Montréal? Est-ce que ça a eu des conséquences? Est-ce que ça a mis un terme à l'apartheid? C'était l'objectif. Évidemment, pas du tout. Pas du tout. Éventuellement, lever un point avec un gant noir sur un podium, c'est beaucoup plus efficace. C'est ça la force aussi du sport. C'est ça la force de l'événement sportif. C'est que pour s'en servir de caisse de résonance, il faut être dedans. Or, les boycotts, souvent, c'était dehors. Alors, de manière intéressante d'ailleurs, donc voilà, bon alors c'est pareil pour Sochi, hein, tout le monde a crié à l'homophobie, puis tout le monde est allé aux Jeux Olympiques. Juste, on n'a pas envoyé les chefs d'État à la cérémonie d'ouverture, aucun intérêt. Mais personne n'a finalement... Et oui, très vite, on n'a plus du tout pensé à ça. Très vite, les gens étaient super excités parce que la France avait... parce que je me souviens plus comment il s'appelle. Martin Fourcade avait 2 médailles d'or. Enfin bref, c'était tout d'un coup, on était ailleurs. On était passé ailleurs. Et c'est ça la force du sport. C'est peut-être de dépolitiser en réalité. Et là, c'est paradoxal. Parce que depuis le début, je suis en train de vous dire que le sport et la géopolitique du sport peut exister, que le sport est politisé, que le sport est un enjeu de relations internationales, mais on se rend compte, en apparence, que quand le sport commence, la politique disparaît. Et qu'on arrive en fait un petit peu à ce qu'était le sport, les Jeux Olympiques de l'Antiquité,
à savoir une paix. La paix olympique, c'était une période où les cités se retrouvaient sur un terrain de sport pour ne pas avoir à faire la guerre en dehors. C'était une espèce de... Voilà, on convertit la guerre en guerre sportive, qui n'est heureusement pas une vraie guerre. C'est ça le truc. Et on a presque l'impression aujourd'hui qu'on revient un peu à ce genre de choses. Alors, sauf que, évidemment, c'est plus compliqué que ça. Parce que gagner des médailles, être en tête du classement des médailles, a une dimension très politique aujourd'hui. Regardez, les États ont les yeux sur le classement des médailles. On dira après un mot tout à l'heure, mais il n'y a qu'à voir cette carte. Quand je dis que c'est le symbole de la bonne santé d'une nation, on parlait du corps tout à l'heure, la bonne santé d'une nation, regardez, qui a des médailles olympiques? Les grands pays développés du Nord, qui ont des structures éducatives suffisantes et qui ont des vrais programmes d'entraînement, quitte même, vu qu'il y a un enjeu politique important, quitte même à tricher pour cela. Hein, on en parlait tout à l'heure avec Lance Armstrong, mais pendant la guerre froide, l'Europe de l'Est avait un système de dopage extraordinairement organisé, scientifique, avec une vraie division internationale division internationale du sport ou du dopage. Vous aviez les Bulgares qui étaient dédiés à l'athlétisme. Bulgare égale athlétisme. Donc les fils des ou RDA aussi, Bulgare RDA. Non, Bulgare haltérophilie surtout, mais aussi un peu athlé. RDA athlé, Roumanie gym. Et donc, gym, tout était permis. Vous savez, des histoires horribles. Nadia Comaneci raconte qu'elle avait 14 ans, on la mettait enceinte juste avant une compétition pour que le taux d'hormones remonte, puis après, elle se faisait avorter. C'était du dopage naturel, si je puis dire. Mais il y avait aussi des programmes très scientifiques. Mais il n'y a pas, évidemment, que dans le bloc soviétique. Chez les Américains aussi, et en Europe aussi, il y a beaucoup de programmes de dopage. Parce que tous les coups sont permis si on considère que l'important est d'être au sommet des médailles. Alors après, on se demande pourquoi c'est important, parce qu'on peut se demander, franchement, quel est l'intérêt pour une nation d'être première ou deuxième. Vous savez qu'à Pékin, en 2008, les Chinois avaient développé, dès 2002, un programme secret qui visait à rattraper le retard que la Chine avait dans des disciplines qui étaient des disciplines où la Chine, historiquement, ne brillait pas beaucoup. Alors c'était, par exemple, en athlétisme, en sprint. C'était dans d'autres sports, j'ai plus en tête les sports, mais en water polo, des sports un peu comme ça. Vous savez, parce que le pays d'origine, le pays d'accueil, il est qualifié d'office dans toutes les compétitions. Donc, si vous n'avez jamais fait de handball de votre vie, en général, c'est un peu difficile. Donc, pour ne pas être humilié, pour être fort, ils avaient un programme comme ça, et ils ont détecté très tôt des enfants qu'ils ont forcés et vraiment construits comme des athlètes de très haut niveau. Ça n'a pas beaucoup marché, en fait, mais ça révèle quand même la volonté du régime de Pékin, qui voulait faire de ces Jeux non seulement la démonstration de sa capacité à organiser un événement mondial, mais aussi de le gagner. Et quand je travaillais sur les Jeux Olympiques, bon alors ça c'est un peu compliqué, c'est les records du monde, bon bref. Oui, je reviens un peu après là-dessus. Ou non, quand je parlais du dopage, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Alors ça c'est un quadrige, donc c'était un char, c'était l'épreuve star des Jeux Olympiques. Et vers moins 500 à peu près, il y a Alcibiade, vous connaissez peut-être pas Alcibiade qui s'est engagé aux Jeux Olympiques et qui avait une ambition politique très forte. Alcibiade, il voulait devenir stratège de la cité d'Athènes. Et pour cela, il s'est engagé et il a triché. Alors comment il a triché? Il n'y a pas de dopage à l'époque. Il a triché parce qu'il a engagé plus de chevaux, il a racheté de chevaux excellents à d'autres compétiteurs avant la compétition, bref. Et ça a marché. Parce que de cela, il a tiré une gloire personnelle énorme qui lui a permis de gravir tous les échelons hiérarchiques à Athènes, avant plus tard d'être ostracisé, mais avant ça, il a pu en tirer un profit immédiat et direct. Comme quoi, c'est pas nouveau qu'il y ait un lien entre la gloire sportive et les résultats, et les conséquences politiques. Regardez, en Ukraine aujourd'hui, le boxeur Klitschko, qui est aussi très célèbre parce qu'il est aussi une image forte et grande de l'Ukraine qui gagne. Klitschko qui est le leader de Kiev, qui sera peut-être le maire de Kiev bientôt. Alors, oui, pardon, avant ça, hop. Donc ce que j'avais commencé à vous dire, c'est que c'est tellement important ce qui se passe sur la piste que parfois des pays préfèrent
ne pas inviter d'autres pays à concourir. Alors là, vous allez voir que je fais allusion, c'est en 1924, lors des Jeux de Paris. D'ailleurs, 24, on beaucoup espère qu'en 2024, les Jeux soient organisés à Paris à nouveau. Hein, ce serait pour le centenaire, quoi. Il y a peut-être une candidature parisienne qui va émerger. Bon, pourquoi pas. Et en 1924, en 1924, on fête le centenaire de la Première Guerre mondiale cette année. On était peu de temps après la guerre. Hein. C'est pas les premiers Jeux d'après-guerre. Les premiers Jeux d'après-guerre, c'est 1920. Hein, mais on est en 1900 à Anvers. On est en 24 à Paris. Et à Paris, la question se pose très vite de savoir que fait-on de l'Allemagne. Et dans les archives, j'ai trouvé ces propos hallucinants de Jean Noblemer, qui était rapporteur du budget des Jeux Olympiques. Et il dit, pour justifier le fait qu'il ne va pas inviter l'Allemagne, que la France ne va pas inviter l'Allemagne, c'est pas un boycott, hein, c'est une non-invitation, c'est un peu différent, ne va pas inviter l'Allemagne, il dit, nous n'allons pas perdre sur la piste cet avantage suprême, que nous avons acquis dans le sport suprême qui est la guerre. Et c'est hallucinant. Nous n'allons pas perdre sur la piste cet avantage que nous avons acquis dans ce sport suprême qui est la guerre. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plein de choses. Ça veut donc dire qu'un pays peut... Enfin, ça serait humiliant d'être vaincu par un Allemand, mais c'est pas le même genre d'humiliation que Jesse Owens avec les Allemands, avec les nazis, et Hitler qui quitte la loge humilié. C'est pas ça. Ça voudrait dire que si un Allemand gagne sur la piste, ça veut dire que l'Allemagne s'est relevée plus vite de la guerre que la France. Et qu'au fond, le vaincu de la guerre, c'est peut-être la France plutôt que l'Allemagne. Il y a cette idée très forte avec les gueules cassées, avec les nombreuses victimes, les nombreuses blessés. Vous savez, on se dit beaucoup, est-ce qu'on est vraiment vainqueur de la guerre? C'est compliqué cette histoire, on a récupéré l'Alsace-Moselle, c'est vrai, mais à quel prix? Et donc il y a l'idée, en 24, encore, donc on est vraiment, à ce moment-là, hein, la roue est réoccupée depuis un an, donc c'est très tendu entre la France et l'Allemagne, et il y a l'idée que si un athlète allemand bat un Français, que si les Allemands sont meilleurs, ça voudra dire que l'Allemagne s'est relevée plus vite que la France. Et ça, c'est assez fascinant, en fait, parce que ça dit, d'ailleurs, ça montre que c'est pas nouveau, ces problématiques-là. Je parle d'Alcibiade, je parle de 1924, c'est pas nouveau. Ça tient pas uniquement à la caisse de résonance, parce que le jeu de 24, c'est pas des jeux, il y a pas la télévision, c'est pas des jeux hyper médiatisés, mais il y a quand même quelque chose de très symbolique qui se joue dans le sport. Et c'est pour ça que c'est intéressant, vous m'avez proposé de parler de la manifestation sportive, de l'exploit sportif au jeu de pouvoir, parce qu'on est vraiment là-dedans. Mais précisément, on passe pas de l'un à l'autre. C'est ça que je suis en train de vous dire. On passe pas des exploits sportifs aux enjeux de pouvoir, comme si c'était des choses différentes. En fait, c'est la même chose. C'est que les exploits sportifs sont politisés, sont convertis en politique. Dans le cas des Jeux Olympiques de 24, c'est clair. Dans le cas du programme chinois, c'est clair aussi. C'est clair dans en fait pas mal de situations. Je débasse un peu, non, vous dites? Non, ça va encore? Parce que je parlais pendant 3 heures. Alors, au-delà, donc, toujours dans les facteurs de puissance, hein, je reviens à mon sujet, il y a aussi l'idée d'acquérir une bonne image. Alors là, c'est une photo que j'ai prise, que j'ai récupérée d'un match de la semaine dernière, de Ligue des Champions, entre l'Atlético Madrid, c'est le joueur qui est par terre presque, et le Barça de Messi, que vous voyez là. Mais ce qui m'intéresse là, c'est pas tellement les joueurs, c'est les sponsors. C'est les sponsors. Qatar Airways pour l'un, et l'autre, une pub pour le pays, l'Azerbaïdjan. Je crois que c'est Land of Fire, c'est ça. Azerbaïdjan. C'est-à-dire que... Et Qatar, en fait, Qatar, personne ne lit Qatar Airways. Tout le monde lit Qatar. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour des pays, le sport permet d'acquérir une image positive. Parce que le sport reste quand même porté par des valeurs positives. Alors on peut trouver ça débile de courir après un ballon de foot, mais ça reste quand même des valeurs comme ça de partage. Alors, après, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais c'est quelque chose qui, je crois, assez fort. Et l'arrivée de ces sponsors-là sont, je trouve, extrêmement symptomatiques. Alors, j'ai pas réussi à voir la photo, mais quand je regardais le match, j'ai vu que sur les côtés, il y avait en plus très souvent, vous savez, les pubs tournent aujourd'hui pour qu'il y en ait plus, il y avait Gazprom. Alors, ça a été génial. Sur la même photo, Gazprom, Qatar Airways et Azerbaïdjan, c'est les émergents, quoi. C'est les émergents qui voient dans le sport un moyen. Parce que les émergents, ils n'ont pas de place géopolitique aujourd'hui. Ils n'ont pas de place. Je ne sais pas ce qu'on vous raconte à Audencia, mais des choses sûrement très justes. Mais moi, ça m'est arrivé de parler plusieurs fois à des banquiers qui travaillent avec des Chinois. Et ils me disent, les Chinois, ils sont embêtés parce qu'ils ont plein de sous. Ils ont 4 000 milliards de réserves de change, mais nos entreprises, on ne leur vend pas. Ils ont du mal à avoir accès à nos marchés, à nos entreprises, sauf en période de crise. Là, ils peuvent racheter des trucs, le port du Pirée, etc. Mais quand ce n'est pas la crise, on ne préfère pas leur vendre, parce qu'on est inquiet, on se demande... Bon, à part Peugeot qui l'a fait récemment, mais ça change en ce moment. Et donc,
c'est un problème, ça, sur ces pays émergents qui développent le commerce sud-sud, les relations sud-sud, mais qui ont envie quand même d'intégrer aussi ce concert des nations. Et le sport est un bon outil. Alors évidemment, le Qatar, c'est la tarte à la crème. Le Qatar, alors je vois des chercheurs qui commencent à parler de sport power. Vous voyez, on a parlé du hard power, on a parlé du soft power, parfois on parle du smart power, qui est la jonction entre les deux, et puis on parle parfois du sport power, un pouvoir spécifique porté par le sport. À mon avis, c'est bidon, c'est du soft power. C'est pas du sport, ça veut rien dire sport power, c'est du soft power. Mais effectivement, là pour le Qatar, c'est une stratégie essentielle, notamment via QSI, vous savez, hein, Qatar Sport Investment, qui est propriétaire du PSG, et qui est, QSI, une filiale, enfin une entité qui fait partie du grand fonds souverain qatari, QIA. Hein, voilà, et donc c'est une vraie stratégie. Alors, on s'interroge encore beaucoup aujourd'hui sur ce que veut le Qatar avec ça. Est-ce que c'est un hobby du émir, ça lui fait plaisir, il s'ennuie, il ne sait pas comment utiliser ses sous? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une autre stratégie qui est notamment de donner une bonne image du Qatar, de normaliser et de sortir éventuellement un jour de cette dépendance à l'égard des hydrocarbures, hein. Je rappellerai qu'aujourd'hui, 70% des recettes budgétaires, elles viennent directement du pétrole et du gaz. Donc c'est l'idée aussi de diversifier par le sport, mais avec une bonne image que confère le sport. C'est quelque chose de qualitatif et de particulier. Et d'ailleurs, les Qataris vont organiser, peut-être, la Coupe du Monde 2022, je dis peut-être parce que la corruption, hein, il y a le vice-président de la FIFA qui aurait reçu 860 000 $ pour donner la compétition au Qatari. Donc on commence à évoquer des solutions repli, le Maroc, etc. Bon, toujours est-il que pour l'instant, c'est le Qatar. Le Qatar qui organise l'année prochaine les championnats du monde de handball, les championnats du monde, et c'est vrai, de curling, comme quoi tout est possible. Mais ils n'ont pas que des réussites quand même, hein. Faut pas exagérer. Par exemple, les Qataris, ils ont raté, ils n'ont pas eu, alors qu'ils étaient candidats, les JO de 2020. Hein, c'est Tokyo. Les Qataris, ils n'ont pas eu les championnats du monde d'athlétisme 2017 qui auront lieu à Londres. Ils les ont pas eu. Donc ça marche pas à tous les coups, mais ça marche souvent. Quand même. Alors la question étant de savoir ce qu'ils veulent en faire. Beaucoup pensent que leur marque de sport, Burda, a pour vocation, enfin c'est un peu ça c'est la tête de pont, et derrière ils veulent mettre en avant leur marque de sport. Vous savez que je ne sais pas si vous vous intéressez un peu à ça, mais dans le business du sportswear, c'est quelque chose qui explose à l'échelle mondiale, et ils se verraient bien tailler des parts de marché à Adidas, à Puma ou à Nike, bien sûr. Bon, alors en fait voilà où je voulais en arriver. Il me reste 5 minutes, ça va? Ouais, c'est bon. Ok, alors pour terminer, je crois que c'est en fait, après avoir beaucoup réfléchi, je crois qu'il y a un facteur essentiel de puissance dans ces manifestations sportives. Et ce facteur, vous l'avez là, c'est la cohésion nationale. C'est Joseph Nye, ou Raymond Aron avant lui. Raymond Aron dans Guerre et paix entre les nations en 62, Joseph Nye dans Bound to Lead en 1990, si vous étiez des bons étudiants en prépa, vous savez. Ces gens-là, ils avaient défini un certain nombre de critères de puissance. De critères, pas de facteurs, de critères. Et parmi ceux-là, il y avait la cohésion nationale. C'était un critère de puissance. En gros, si votre nation elle est divisée sur les objectifs de puissance, vous n'irez pas loin. Pourquoi? Simplement parce que la puissance, ça exige des sacrifices. Parce qu'à un moment donné, il va falloir mettre plus d'argent dans l'armée que dans l'éducation. Parce qu'à un moment donné, il va falloir... Voilà, il y a des choix à faire difficiles en termes d'aménagement du territoire, tout ce que vous voulez. Mais il y a l'idée derrière ça que la puissance... Et regardez l'Europe. Je ne vais pas aller trop loin, mais l'Europe qu'on considère aujourd'hui comme déclinante, peut-être parce qu'elle n'a plus la force de faire des sacrifices. Eh bien, ces pays-là les font. Et l'idée que la cohésion nationale est un facteur de puissance, ça, je le retrouve dans le sport et dans les manifestations sportives. Beaucoup. L'organisation d'un événement sportif, c'est plusieurs années d'efforts. Vous savez, il y a 6 ans, je crois que c'est 6 ans, 7 ans, entre l'obtention des Jeux Olympiques et l'organisation effective des Jeux Olympiques. C'est 7 ans où, espère-t-on, la nation est soudée autour d'un objectif commun, organiser l'événement. Et ça participe de cette unité nationale. Et c'est particulièrement vrai pour des pays aussi divisés que les pays émergents, qui sont des pays continents, immenses, qui sont vraiment traversés par des forces, je ne sais jamais, centrifuges, centripètes, je ne sais jamais, vers l'extérieur, bref, avec beaucoup de séparatisme, etc. Et précisément, il y a besoin d'une cohésion autour d'un chef, pensez à Poutine,
un chef et un objectif. Et les Russes étaient comme un seul homme derrière Poutine. C'est pour ça que je crois que le cycle Sotchi-Crimée est envisageable intellectuellement si on prend en compte le fait que Sotchi a été un ciment national. Je ne pense pas que les Russes avaient comme objectif, il y a 7 ans, d'enchaîner Sotchi-Crimée. Évidemment pas. C'est le contexte qui a fait cela. Mais je crois que le sport a offert les conditions à Poutine de cette unité nationale qui lui a permis de faire ça. Alors là, évidemment, j'ai choisi une image qui est la plus emblématique possible de la cohésion nationale. C'est les gens qui font le salut hitlérien face à la tribune officielle. Ça a été un moment fort. Mais ça marche partout. Et tout à l'heure, vous avez montré les images de la Coupe du Monde 98. Ça a été quoi, la Coupe du Monde ? Vous étiez peut-être un peu jeunes, certains d'entre vous, mais la Coupe du Monde 98, c'était... Voilà. Alors, c'est totalement artificiel. On est d'accord. La France Black Bomber, malheureusement, elle n'existe pas vraiment. Mais peu importe. Il y a eu un moment donné d'optimisme fort dans le pays, de cohésion. Et je crois que c'est ça, en fait, que recherchent les États qui organisent les Jeux Olympiques aussi, et peut-être même surtout. C'est la cohésion interne. Et je pense que c'est peut-être là que se trouve la réponse à ma question, à savoir, existe-t-il une géopolitique du sport ? Oui, mais pas où on la cherche. Pas nécessairement, ou pas forcément dans l'expression et dans la diffusion de la puissance à l'échelle mondiale, mais aussi pas seulement, mais aussi dans cette cohésion interne, cette géopolitique interne que l'on recherche. Alors, ça ne marche pas toujours. Et en ce moment, il est en train de se passer quelque chose d'essentiel, à mon avis, par rapport à la problématique que je développe ce soir, c'est de montrer que ça peut se casser. Regardez le Brésil, c'est le contraire. Le Brésil est en train aujourd'hui de se diviser sur l'organisation de l'événement. Vous avez des manifestations énormes au Brésil contre l'événement. Personne ne l'avait vu venir. Les Brésiliens se disaient, ça sera le triomphe du Brésil, la montée en puissance du Brésil, c'est le Brésil qui gagne, le Brésil qui rigole, tout ce que vous voulez. Le Brésil qui fait la samba, eh ben non. C'est le Brésil des inégalités qui réapparaît. Et ça, c'est la grande surprise. Alors, je ne suis pas grand clair, mais à mon avis, à peine la Coupe du Monde va commencer, qu'il y aura union sacrée autour de l'équipe de foot, et que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand le sport va commencer, la politique va disparaître. Mais il y a une partie intéressante qui se joue aujourd'hui, et peut-être qu'on entre dans un autre temps, et que précisément les populations intérieures vont commencer à se saisir de l'événement sportif pour faire avancer leurs propres idées, ce qui est aussi une manière de faire de la géopolitique du sport. Merci. Mettez vos casques. Bravo, bravo, c'est un champion, bravo. là. Sur ceux qui partent là-bas, peut-être. Il y a un cadeau en plus à gagner, que vous viendrez tous récupérer pour ceux qui ont gagné les balles à la fin. Ah, ça revient. Super. Nadal, ça ne regarde jamais ça. C'est bon, tout le monde a récupéré sa Je sais pas ce que vous balle. allez gagner, mais... Voilà. Alors, oui, cadeau surprise, donc ça oblige à rester jusqu'à la fin. Oui, bien sûr. Oui, alors, merci beaucoup Thomas Negaroff, c'était vraiment très intéressant, ce point de vue alternatif sur le rapport entre le pouvoir et le sport. Un petit commentaire sur le Brésil. C'est vrai qu'il y a beaucoup de manifestations, comme vous l'indiquez, et il y a notamment un symbole fort, enfin je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un symbole fort qui a été atteint, qui est le stade Maracanã, qui est un emblème du foot brésilien, puisque c'est un stade qui était d'une esthétique absolument ignoble, béton, etc., mais qui pouvait quand même accueillir 280 000 personnes, donc c'est absolument gigantesque. Et là, il a été détruit, ce stade, pour être remplacé par un stade pour 70 000 personnes. Alors ça a un impact en termes d'accueil, et ça a aussi un impact en termes de tarification, c'est-à-dire que alors qu'on avait des places très démocratiques et donc toute la population pouvait voir les matchs, là, c'est réservé plutôt à une, entre guillemets, élite, et c'est un vrai problème. Oui, et c'est plus globalement un problème même qui est lié au sport, plus globalement lié au prix en fait, hein. C'est que le sport devient de plus en plus cher. Être spectateur d'un événement sportif est de plus en plus cher. Pourquoi ?
D'abord parce que ça coûte de plus en plus cher, parce qu'il faut payer les gens qui font du sport, parce qu'il y a des tas de choses à payer, les sportifs professionnels, mais aussi parce qu'on a voulu, on s'est rendu compte, notamment dans les années 80, avec le hooliganisme, et dans le foot en particulier, que les masses pouvaient être dangereuses, quoi. Ne pouvaient pas être contrôlées. Ce qui est d'ailleurs historiquement intéressant, parce que peut-être vous le savez, mais le football a été structuré dans les années 1880, précisément par le patronat dans les villes britanniques, pour un peu calmer et pour cantonner l'excitation populaire dans le sport, hein, et non pas dans les manifestations anti-patronat, quoi. Et donc, mais aujourd'hui, on voit effectivement que ça a été très loin. Du coup, dans les années 80, le hooliganisme a été extrêmement violent. Pensez au SL en 85, etc. Et on a effectivement une stratégie, le Parc des Princes par exemple, mais pas seulement, une stratégie de relèvement des prix et donc d'élimination un peu de ce substrat populaire qui a toujours fait le sport et qui peut-être expliquerait en partie l'évolution que je dessinais à la fin de gens qui sont un peu exclus aujourd'hui de la chose. Alors, regardez, de plus en plus de gens peuvent plus voir les matchs de foot à la télé parce qu'ils sont sur des chaînes payantes. Et donc il y a peut-être le sport est en train de se couper un peu peut-être de sa base et de scier la branche sur laquelle il était assis, c'est vrai. Merci. Alors donc on va passer aux questions, à commencer par Julien, qui est tout de suite sur votre gauche, et puis ensuite il y aura les questions de la salle. Alors je vais rebondir du coup sur le Brésil. On a vu qu'avec les prochains Jeux Olympiques de 2016, c'est Rio qui aura à les organiser. On voit que le CIO a donc donné à un pays émergent, c'est quand même rare, la primauté d'organiser des Jeux Olympiques. Est-ce que le CIO, à votre avis, n'est pas allé au-delà de son rôle? Est-ce que quand on dit que le CIO doit promouvoir la paix, est-ce qu'il a encore, cette mission est encore viable? Ou alors est-ce que le CIO est tout simplement devenu un architecte de notre géopolitique? Alors c'est les deux. C'est les deux, mais vous savez, le CIO, il a un principe simple. Enfin, le CIO, d'abord, bien sûr, a officiellement vocation à la paix, mais d'abord, c'est une entreprise. Le CIO, c'est une entreprise qui est propriétaire des anneaux olympiques. C'est ça, son truc, c'est ça. C'est trademark, c'est les anneaux olympiques. Vous ne pouvez pas les utiliser sans le CIO. Et dès que vous les utilisez, il faut payer. Alors, vous pouvez décider d'organiser des contre-jeux olympiques. Ce n'est pas interdit. Ça a été le cas en 1936. Face aux Jeux olympiques nazis, les Espagnols, enfin les républicains, avaient dit c'est inacceptable, on va faire des Jeux olympiques populaires à Barcelone. Des contre-jeux olympiques en 1936. Ça a été un échec, parce qu'en plus ça commençait à bouger aussi en 1936 en Espagne. Ça a été un échec, mais rien n'interdit de le faire. D'ailleurs, les Jeux Olympiques sont souvent assez inquiets quand notamment on commençait à émerger les championnats du monde d'athlétisme, organisés par les fédérations, pas par le CIO. Là, il y a eu une inquiétude, une crispation, et donc on a dû décaler les calendriers, etc. Donc, je crois d'abord, la première chose, si vous êtes déjà allé à Lausanne, au siège du CIO, vous savez ce que veut dire l'argent du CIO. C'est considérable, c'est considérable. Donc, la paix, mais alors du coup, ça se relie avec la paix. Pourquoi? Parce que je crois que le CIO, finalement, pour avoir le plus de rentrée d'argent, a besoin du moins de politique possible. Du moins de politique possible. Pour le CIO, c'est dramatique quand il y a des pays qui boycottent. C'est-à-dire qu'il y a moins de marché, moins de droits télé, c'est aussi leur idéal, peut-être, si vous voulez, mais si je veux être un peu cynique, je dirais que c'est un moindre marché. Et donc le CIO n'a jamais cessé de vendre l'idée, de défendre l'idée de jeu apolitique. Mais moi, je crois que cette défense de jeu apolitique, qui a l'air d'être une espèce de défense comme ça des valeurs, je crois que c'est aussi une défense de valeurs, mais d'autres valeurs, si vous voyez ce que je veux dire, des valeurs sonnantes et trébuchantes, qui permettent de nourrir la machine aussi. Alors, il y a les deux. Il y a une dimension certainement aussi d'idéalisme, tout ce que vous voulez, mais il y a aussi ça. Et donc voilà, ça répond un peu à la question, c'est les deux, en fait. C'est architecte de l'ordre mondial, oui, ça c'est clair, mais aussi donner les jeux à un pays émergent, c'est important parce que ça ouvre un nouveau marché. Vous savez, quand la FIFA a donné la Coupe du Monde de football en 1994 aux États-Unis, c'était quoi? C'était pour enfin pénétrer le marché du foot professionnel aux États-Unis. Il y avait beaucoup de foot amateur, mais pas professionnel. C'est toujours ça. L'idée, c'est d'aller conquérir de nouveaux marchés. Les Jeux de 2008 à Pékin, c'est quand même aussi 1,3 ou 4 milliards de personnes, 500 millions de classes moyennes, des gens qui peuvent consommer, qui peuvent acheter des produits, qui peuvent, etc., etc. Ça fait marcher la machine. Et donc, je crois qu'il y a cette dimension-là d'ouvrir. C'est pour ça aussi que le CIO va pas encore plus loin et prend pas des choix risqués. On va quand même sur des choses. Le pire, ça a été en 96. En 96, jeu du centenaire, les amoureux du sport espéraient que ce soit Athènes. 1896, résurgence des Jeux Olympiques, renaissance. 1996, Athènes. Athènes est candidate, va en finale, mais finalement le CIO choisit Atlanta. Atlanta. Vous avez déjà vu Atlanta? C'est une espèce de ville qui ressemble à rien, mais sauf que c'est le siège de Coca-Cola et de CNN. Donc on voit le choix, il n'y a pas à discuter. Donc
voilà les logiques du CIO aujourd'hui quand même. Ouais, j'aurais une petite question, d'ailleurs qui rebondit par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur le foot et le patronat en Angleterre, mais du coup à une échelle plus globale, quand on connaît les tensions diplomatiques, économiques, etc. qui existent entre les pays, est-ce que justement les événements sportifs ne permettent pas une espèce de purge entre ces pays et peut-être même une alternative, je sais pas, à la guerre par exemple? Oui, alors c'est vrai, c'est une dimension que j'ai pas du tout évoquée, c'est le sport comme pacificateur. En gros, mais je l'ai un peu dit en disant que l'Antiquité c'était comme ça. C'est vrai qu'on a en tête les images du match de foot 98 entre l'Iran et les États-Unis, par exemple. On a les équipes communes, Corée du Nord, Corée du Sud. C'est vrai, tout ça est vrai. On a multiples exemples de rencontres symboliques comme ça entre des pays, Iran-Irak. Il y a eu récemment un Afghanistan-Pakistan en foot l'an dernier. C'est vrai que c'est des moments importants, et non, vous avez raison. Les Jeux du Commonwealth, par exemple, les rencontres Pakistan-Inde ont été, ou même, de manière plus anecdotique, mais plus importante d'un point de vue géopolitique, la diplomatie du ping-pong, qui a précédé le rapprochement entre les États-Unis et la Chine, au début des années 70, c'était d'abord par des rencontres de ping-pong où en fait les types jouaient un rôle de joueurs de ping-pong, mais aussi diplomates. Les liens avaient été faits. C'est vrai, il y a cette dimension-là qui est importante, que je n'ai pas évoquée parce que je sentais bien qu'on allait y revenir après, donc c'est important, merci d'y penser. Ça existe. En même temps, il faut aussi dire que le sport peut aussi être à l'envers l'expression de tensions très fortes. Et là, historiquement, il y a ce fameux match de 1956 au Jeu de Melbourne, de water-polo terrible. On est en 56, donc on est en pleine répression à Budapest. Et il y a un match à Melbourne, en pleine répression à Budapest, entre la Hongrie et l'URSS. Et on raconte, et c'est vrai, qu'à la fin du match, l'eau était rouge de sang, tellement les deux équipes jouaient autre chose qu'un match de water-polo. Mais après, bon, on a aussi vous en avez parlé, c'est votre dernier point d'ailleurs, sur l'hypermédiatisation de ces sports. Est-ce que, au contraire, c'est pas non plus un danger parce que tous ces événements sportifs, ça permet une forme d'exacerbation de la fierté nationale jusqu'à atteindre, on va dire, une forme de paroxysme. Moi, je pense au match France-Irlande où avec la main de Thierry Henry pour la qualification à la Coupe du Monde. Là, on a bien vu que ça crée des tensions diplomatiques. Donc, est-ce que parfois, c'est pas non plus dangereux tous ces événements sportifs qui exacerbent les fiertés nationales? Alors, ça peut l'être. Après, ça dépend vraiment de son système de valeurs personnelles. On peut considérer que c'est bien que le sport permette de fédérer une nation autour d'une identité de manière quand même plutôt ludique. C'est du sport plutôt qu'à faire la guerre et envahir la Crimée. On peut considérer ça. On peut dire que finalement, c'est une sorte de soupape pour les nations et que ça permet peut-être, regardez la France Black Blamber, de se ressouder autour tout d'un coup d'une équipe en particulier. Donc, on n'est pas obligé de voir un côté négatif à l'identité, à cette défense. Bien sûr, si c'est du nationalisme, si c'est des cris de singe quand un joueur noir touche le ballon, là on est dans autre chose. Mais si on est uniquement dans du chauvinisme, patriotisme, pas vraiment du nationalisme, moi personnellement ça me gêne pas, ça me pose pas de problème majeur. Voilà. Après c'est vrai que on peut aussi dire, mon Dieu, l'Europe n'avance pas quand on voit que quand il y a un match entre l'Allemagne et l'Angleterre, les tabloïds anglais à chaque fois évoquent la Seconde Guerre mondiale, systématiquement. Donc voilà, on peut aller vers ça. Mais c'est vrai que pendant la guerre froide, par exemple, là je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, 40 ans presque même maintenant, mais pendant la guerre froide, la presse véhiculée, c'était impressionnant. Les valeurs... Moi, j'ai relu les articles du Monde, même de l'équipe, peu importe, qui parlaient des athlètes soviétiques et les athlètes américains. Et les athlètes américains étaient toujours parés de valeurs un peu genre l'originalité, le talent, voilà, l'élégance, la classe. Et les sportifs soviétiques ou du bloc, c'était toujours le travail, la rigueur, l'ordre. C'était Ivan Lendl, si vous connaissez un peu le tennis, Ivan Lendl et John McEnroe. Et d'ailleurs, Lendl-McEnroe, c'est la finale Roland-Garros de 84, juste avant ce délire patriotique de Los Angeles. Et c'est exactement cette période-là. Cette période où, voilà, on va conférer aux nations une espèce de caractère, comme au Moyen-Âge, le caractère des nations autour du sport et des valeurs sportives. Mais c'est pas fini, ça. Hein, vous voyez, écoutez un peu les commentaires de Patrick Montel et des autres sur France 2. Vous allez voir, on retrouve ce truc-là, le noir nonchalant... mais c'est impressionnant. Le noir nonchalant, le russe qui est rigoureux, il ne sourit pas beaucoup, l'américain fantasque,
Hein, il y a des choses comme ça. Et c'est intéressant parce que là, ça prolonge, et là, c'est peut-être un peu moins sympathique. Ça prolonge quand même ce rapport un peu chauvin et peut-être un peu raciste, hein, finalement, puisque il s'agit de faire des caractères généraux de nation. C'est quand même toujours un peu compliqué à faire. Mais ça existe. Je pense qu'on va donc laisser au public la possibilité de vous poser des questions, de s'exprimer, de rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce qu'il y a des questions? Levez la main. C'est un public timide. N'hésitez pas, c'est toujours la première qui est dure. Ah voilà. On en a une là-bas. Ah oui, Louise, il faut passer devant tout le monde. Allez-y. Salut Louise. C'était qui? Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présentation. Là, ce soir, en fait, vous avez beaucoup parlé des manifestations sportives nationales, mais même plutôt internationales, et donc de la géopolitique internationale. Mais en fait, quand on y réfléchit, il n'y a pas vraiment d'échelle pour la géopolitique dans le sport, puisqu'en fait, rien qu'à l'échelle locale, entre deux communes, au niveau des clubs, il y a aussi des enjeux, parce que notamment ce sont les mairies qui vont subventionner les associations, qui vont construire les stades, parce qu'il y a aussi une collectivité qui encourage un club d'un village plutôt qu'un autre. Donc du coup, en fait, moi, je vois pas du tout de frontières géographiques à la géopolitique, et que ça marche au niveau local comme au niveau international, en fait. Oui, vous avez raison. Le seul truc, c'est que entre Trifouille-les-Oies et Mâcon, c'est moins intéressant qu'entre la Chine et les États-Unis. C'est pas des enjeux de la même taille, c'est pas le même budget, mais c'est aussi vrai. C'est juste l'échelle qui change. Non, je pense pas que ce soit aussi vrai quand même. Mais non, je pense pas que ce soit de même nature même. Hein. C'est-à-dire que je pense pas que se joue, par exemple, quelque chose qui a du ressort de la santé d'une commune. Ou bon, alors effectivement, après, on pourra parler des derbies. Ça, c'est quelque chose d'intéressant en revanche. Enfin, ce que vous dites est intéressant. Dans le cas aussi. du water-polo où les gens oui, où il y a du sang, oui. entre un Lyon Saint-Étienne. Voilà, c'est ça. Oui, mais que... le derby, c'est particulier. Le derby, c'est particulier parce que se joue effectivement une géopolitique régionale souvent, ou voire nationale. Quand on regarde Real Madrid, Barcelone, par exemple, bien sûr, on aurait pu tout à fait changer d'échelle. Le truc, c'est que moi, voilà, dans le cadre là, je pense que c'est comme l'échelle mondiale qui est peut-être la plus pertinente pour évoquer les rapports de force mondiaux. Enfin, en tout cas, l'ordre. Mais vous avez raison que ça se joue à toutes les échelles et que quand vous avez, il y a des tas de derbies dans le monde entier. Et les derbies, bien sûr, Lyon-Saint-Étienne, Marseille-PSG à un moment donné, sont des moments qui disent des choses sur une nation. Marseille-PSG, bien sûr, ça a été tout à fait inventé par Lagardère et par Tapi dans les années 80 pour vendre un peu des maillots et pour exciter un peu les foules. Mais au fond, si ça a pris, c'est parce que ça avait une prise sur une réalité tangible du territoire français, à savoir une capitale qui a tous les pouvoirs et une province qui se sent humiliée, quoi. Donc il y avait quelque chose, évidemment, de ce ressort-là. Et dans le cas espagnol, on a aussi, bien sûr, cela entre Barcelone, l'indépendantiste, quoi, et Madrid, la ville franquiste, historiquement, centralisatrice. Mais si ça vous intéresse, il y a un livre de Christian Bromberger qui est formidable, qui s'appelle Le match de football, dans lequel il prend quelques exemples comme ça, et il donne un autre exemple que vous connaissez peut-être moins, qui est l'exemple de Rome, en foot. Il dit il y a la Lazio de Rome et la AS Roma. Et la Lazio de Rome, c'est le club de la banlieue, en fait, et des campagnes, le Latium. Et la AS Roma, c'est le club de centre-ville. Et donc se joue une guerre, non pas politique, mais sociale, entre les pauvres de la campagne qui veulent mettre dérouillés aux riches. Donc effectivement, on se joue une revanche sociale qu'on ne retrouve pas nécessairement sur Paris-Marseille, par exemple, ou Lyon. Ah, Lyon-Saint-Étienne, peut-être un petit peu quand même. Je ne connais pas assez, mais peut-être que se joue quelque chose de ce registre-là. Mais en tout cas, surtout, la Lazio et voilà. Milan AC, Inter de Milan aussi, mais là je connais moins, mais je crois qu'il y a aussi ce genre de choses. Mais en tout cas, ce livre est passionnant si ça vous intéresse. D'accord. Et deuxième question, en fait, Oui. c'était... Enfin, vous avez beaucoup parlé de sport, mais vous n'êtes pas présenté en tant que sportif ou pratiquant de sport Ça se régulièrement. voit quand même, non? Oui, Vous avez vu comment je lance les balles? Je ne vais pas juger là-dessus, mais du coup, je voulais savoir en fait si vous-même vous pratiquez un sport régulièrement, un sport collectif, un sport. C'est le piège. Oui. Je cours beaucoup. Voilà, je cours beaucoup. Voilà. Et j'ai fait beaucoup de foot aussi, avec mes étudiants. Et pas seulement d'ailleurs. Voilà. D'autres questions? Alors, d'autres questions? Et du tennis. Du tennis. Ah, monsieur, au milieu de la travée centrale.
Bonsoir. Deux petites questions. La première, c'est ponctuel pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le CIO. Est-ce que vous croyez, parce que vous parliez tout à l'heure des JO de 96, au principe invoqué par le CIO qui est l'alternance continentale, parce que voilà, il y avait eu 92 Barcelone, du coup ils avaient invoqué pour 96 le fait qu'on ne peut pas avoir 2 Jeux Olympiques d'affilée en Europe. C'est vrai. Voilà, est-ce que vous y croyez d'abord? Et la deuxième question, ce sera, on dit souvent que c'est entre guillemets pas fair play, pas sympa, que les politiques récupèrent des événements sportifs pour faire passer des messages ou exprimer leur pouvoir, mais est-ce que quand les athlètes se servent d'événements sportifs pour eux-mêmes faire passer leurs opinions politiques, je pense par exemple à la sauteuse en hauteur Emma Green aux mondiaux de Moscou, ou ce qu'avait dit Elena Isinbayeva l'an dernier aux mondiaux de Moscou, qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'attitude? Voilà. Alors, oui, sur l'alternance, c'est vrai que ça avait été évoqué. C'est vrai que c'est évoqué. Par le CIO, c'était l'explication absolue du CIO. On peut l'entendre, enfin voilà, on peut l'entendre. Après, est-ce que en tout cas, c'est pas un principe de la charte olympique, ça. Donc, à partir du moment où c'est pas un principe de la charte olympique, on l'utilise ou pas. Et à partir du moment où on l'utilise, c'est peut-être c'est un argument, voilà. Bon, c'était surtout, enfin, en plus, il n'y a pas que 2 continents. C'était étonnant de revenir, etc. Mais ensuite, oui, vous avez raison, c'est vrai que les politiques ont une habitude, une appétence à utiliser les événements sportifs. On n'a qu'à voir, les tribunes sont bourrées de politiques, et voilà. Et c'est vrai qu'on a tendance à être beaucoup plus clément envers les sportifs qui se servent des événements. Mais parce que peut-être on a l'impression qu'ils sont peut-être plus sincères dans leurs revendications, dans la mesure où on a l'impression qu'ils pensent à autre chose. Ils pensent, effectivement, ils sont en train précisément de sacrifier ils sont souvent en train de sacrifier leur épreuve sportive. Johan Cruyff en 1978, il rate la Coupe du Monde et qui aurait pu le rendre le meilleur joueur de tous les temps, peut-être. Donc il y a une sorte de sacrifice personnel. Pierre Quinon aussi pour les Jeux Olympiques de 84. Enfin, il y a un sacrifice personnel qu'on n'a pas forcément chez les politiques. Voilà, c'est peut-être ça la différence à mon avis. Mais vous avez raison, c'est vrai, c'est une question importante. En général, on est assez dur. Enfin, le grand public n'est pas dur avec les politiques. Leurs fédérations sont très dures avec eux parce qu'ils mettent un coin dans l'unité de l'équipe, l'unité nationale, etc. Et je me souviens par exemple de ce formidable fondeur Haïlé Gebrselassie qui, pour ne pas aller aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008, a invoqué la pollution et le climat, alors qu'en réalité il pensait à un autre climat qui était en fait un climat plus politique, mais il n'a pas osé en parler. Donc il y a aussi une réticence quand même de la part des sportifs à l'évoquer, même si les sportifs, on l'a vu dans le cas de Tommy Smith sur le podium en 68, n'hésitent pas à le faire. Mais je crois vraiment que c'est surtout notre perception différenciée des deux, c'est un peu votre question, elle tient je crois quand même au caractère plus sincère, on imagine en tout cas, de l'athlète qui est moins instrumentalisant peut-être que le politique. Merci. D'autres questions ? Alors moi, avant qu'une autre question n'arrive, j'avais une question qui me taraudait. Là, c'était sur vous avez parlé du Qatar et qui serait censément organisateur de la Coupe du Monde en 2020. Est-ce que le CIO a pas peur de se décrédibiliser la FIFA. La FIFA a pas peur de se décrédibiliser en attribuant à un pays dont on sait qu'il fera 60 degrés l'été, et que la solution qui a été envisagée, c'est peut-être de climatiser des stades au moment où on parle du développement durable. Enfin, là, il y a quand même quelque chose qui est un peu curieux. Non, c'est décaler l'événement dans le temps. En hiver, c'est vrai, mais entre se décrédibiliser, il y a aussi, on oublie toujours une dimension crédible au Qatar, aux Jeux Olympiques, aux Coupes du Monde au Qatar. Bien sûr, parce que c'est aussi, et la FIFA et le monde arabe le pensent comme ça, c'est aussi enfin un événement mondial dans le monde arabe. Et c'est une forme de crédibilité pour la FIFA. Et c'est comme ça que c'est vendu. Sepp Blatter, il explique que voilà, il amène la Coupe du Monde dans un continent inconnu précédemment par la Coupe du Monde, qui est ce Moyen-Orient, ce monde arabe souvent décrié. Et il dit voilà, moi j'apporte ça, des valeurs positives. Alors après on peut dire c'est n'importe quoi, mais dans le monde arabe, quand il calcule bien, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la stabilité politique et l'assise économique pour le faire. Alors d'ailleurs c'est aussi comme ça que Zidane explique pourquoi il a, alors peut-être d'autres raisons, mais voilà comment Zidane explique qu'il a soutenu aussi le projet, qui était vraiment le porte-parole même du Qatar. Il y a l'idée aussi du monde arabe qui serait enfin au cœur d'un événement mondial. Donc c'est pas que les Qataris qui en font un truc perso. Il y a l'idée. D'ailleurs c'est intéressant parce que ça permet aux Qataris d'apparaître un peu comme une sorte de leader régional
Alors, mais à une heure où ça marche de moins en moins d'ailleurs, parce que ça marche très mal pour le Qatar en ce moment, entre le rapprochement entre l'Iran et les États-Unis, entre le gaz de schiste, entre Al Jazeera, enfin entre l'Égypte, pardon, qui prend en otage des journalistes d'Al Jazeera. Voilà, le Qatar, hein, qui avait comme politique de n'être ennemi avec personne, hein, il commence à être ennemi avec tout le monde. Et cette géopolitique construite autour du sport, elle a ses limites, c'est bien la preuve. C'est qu'à un moment donné, quand on veut convertir en autre chose, notamment en puissance tout court, là on se heurte à d'autres limites, d'autres frontières. Et on est, je crois, là-dedans aujourd'hui sur le Qatar. Mais donc, bien sûr, la FIFA se décrédibilise un peu, mais elle trouve aussi d'autres formes de crédibilisation, je ne sais pas si on dit ça comme ça, dans le choix du Qatar, et c'est autour du monde arabe. Alors, on a aussi beaucoup parlé donc des événements sportifs. Il y a aussi la question des hommes. On a beaucoup de sportifs qui rentrent en politique. Bon, pas des politiques qui rentrent dans le sport, ça c'est un peu plus difficile. Mais on parlait d'Zinedine Zidane qui s'est engagé associativement. On en a d'autres, David Douillet, Arnold Schwarzenegger, George Weah, qui est un joueur de football libérien qui a été finaliste. Oui, je connaissais pas la prononciation, mais qui a été au deuxième tour de l'élection présidentielle du Libéria. Est-ce que ces sportifs, selon vous, ont raison de rentrer dans la politique, ou est-ce que c'est pas dangereux de continuer à avoir une espèce de frontière très fine entre le sport et la politique? Alors là, d'abord, c'est très rare en fait. Alors, quand vous regardez le nombre de sportifs, Zidane, il fait pas de politique, au contraire. Hein. Il a tout. D'ailleurs, c'est peut-être qu'on lui reproche. Hein. Thuram lui reproche de jamais avoir fait de politique, alors qu'il avait en 98 la possibilité probablement de changer vraiment des choses et de pas assez faire de politique. Et cela étant, nous, on a beaucoup des ministres français des sports depuis maintenant plusieurs années qui sont des anciens sportifs. David Douillet, on a eu, voilà, maintenant j'ai plus la liste, Valérie Fournéron, Jean-François Lamour. Voilà. Hein, oui. Ouais, mais il s'est cantonné. Du coup, ils sont ministres des sports, quoi. Donc, ils restent. Non, mais ils sont. Voilà, c'est pas des politiques de premier plan, quoi. Ça reste quand même. Mais ça existe, bien sûr, ça existe, mais c'est minoritaire. C'est minoritaire. Et moi, j'ai pas de jugement à avoir là-dessus. Juste la question, c'est est-ce qu'ils ont des compétences? C'est la vraie question qui m'intéresse, moi. Est-ce que ces politiques, anciens sportifs, ont des compétences ou sont uniquement portés par le souvenir d'un triomphe sportif, type Alcibiade, mais qui a uniquement été pensé pour pour imaginer du pouvoir politique après. Là, ça serait un problème moral. Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de ce genre de situation aujourd'hui. George Weah, quand il était sportif de très haut niveau au PSG ou au Milan AC ensuite, quand il a eu le Ballon d'Or, c'était une figure extraordinairement forte, mais je ne suis pas sûr qu'il avait dès l'époque l'idée qu'un jour il se lancerait en politique au Libéria. Il a été aussi appelé par la foule. Klitschko en Ukraine, c'est un peu la même chose. Kasparov, c'est pas du sport, mais c'est des échecs, c'est un peu le même genre aussi. Lui aussi fait de la politique, mais je crois que c'est plutôt des gens qui sont animés par un vrai idéal. Guy Drut a fait aussi beaucoup de politique, champion du monde de 110 mètres à Montréal. Mais c'est, comment dirais-je, tant que c'est pas porté par, tant que la période sportive n'a pas été marquée par des tricheries dans le but de, parce que dans ces cas-là, on peut aussi parler de Bernard Tapie ou des gens comme ça, parce que dans ces cas-là, c'est pas des sportifs, mais qui sont servis du sport comme un vrai tremplin politique personnel. Et là, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est amusant de voir. Moi, je suivais pas mal pendant la campagne municipale à Paris. Dès que le PSG gagnait, il y avait une course de poursuite entre NKM et Hidalgo pour féliciter le PSG. Qui avait une belle victoire ce soir, et tous les élus font ça tout le temps. Donc effectivement, on en revient tout à l'heure, il y a un usage, effectivement une instrumentalisation du sport qui est assez forte. Dans l'autre sens, je crois que c'est quand même très marginal d'instrumentaliser la politique pour le sport, enfin par le sport. Des questions dans la salle? Non, soyez pas timide. Ah si, voilà, au milieu. Donc ça marche, oui. On a bien compris que le sport avait des enjeux politiques, mais vous avez bien expliqué aussi qu'il fallait de l'argent pour développer des programmes d'entraînement. Il fallait aussi énormément pour accueillir des événements mondiaux. Est-ce que quelque part, ça n'exclut pas les pays qui sont pas des superpuissances? Est-ce que ça accentue pas justement le pouvoir de ces superpuissances? Il y a deux choses qui les excluent, à mon avis. Vous avez raison, bien sûr, c'est ce que j'ai essayé de montrer un peu, c'est que ça coûte tellement cher qu'aujourd'hui il y a des pays qui sont inaccessibles aux événements, enfin à l'organisation des grands événements et même à l'envoi de grandes délégations. On oublie toujours ça, mais c'est le Comité national olympique qui paye pour ces athlètes. Et le Comité national olympique, l'argent il tombe pas du ciel, c'est souvent des subventions, voilà. Le CIO donne un peu de sous à chaque comité, mais ça dépend aussi beaucoup de ça. Et puis la deuxième chose qui les exclut et qu'on sait assez peu,
c'est depuis quelques années, on commence à voir aux Jeux Olympiques des minima mondiaux qui apparaissent. Parce que l'idée, c'est d'avoir de plus en plus, finalement, la crème de la crème et que l'événement sportif soit, je vais vous penser au film qui est très mauvais, que l'événement sportif soit vraiment la quintessence de ce qu'est le sport. Alors que précisément, c'est le contraire que voulait Pierre de Coubertin, parce que l'important était de participer, donc pas de gagner, évidemment. Et au contraire, on est en train de rendre... Quand même, il y a des athlètes qui ont perdu leur titre olympique dans les années 20 parce qu'ils avaient fait une publicité, parce qu'ils étaient professionnels. Aujourd'hui, au tournoi de tennis des Jeux Olympiques, il y a des points ATP à gagner. Donc on a complètement dévoyé, à mon avis, l'esprit. C'est vrai qu'aujourd'hui, parler de paix, c'est une blague, mais on a dévoyé totalement l'esprit. Et en dévoyant l'esprit, on a quand même largement aussi marginalisé des petits pays qui n'ont pas les moyens économiques de développer suffisamment les structures pour avoir des athlètes partout, quoi. Hein. Mais c'est vrai que j'aurais pu parler d'un cas comme un pays comme Cuba, par exemple. Cuba, c'est un bon exemple d'un pays qui a essayé d'exister sur la scène mondiale par le sport. Il n'y a pas que la RDA. Cuba et ses boxeurs, par exemple, qui raflaient tous les prix, toutes les médailles d'or en boxe, parce que c'était le seul pays à avoir encore des boxeurs amateurs, ils passaient jamais professionnels, c'était interdit. Et c'était un truc très fort pour l'image de Cuba dans le monde. Mais vous avez raison. Merci. Bien, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir pour cette nouvelle conférence Isécoria. Encore une... Juste, moi, j'ai une dernière question. Aussi une question encore. C'est par rapport au boycott dont vous avez parlé. En fait, moi, j'ai vu quelque chose de très noir, c'est-à-dire que vous avez dit que les pays, quand ils boycottaient les JO, ça leur faisait au final plus de tort parce que financièrement, voilà, il y a un gros manque à gagner et il y a juste les États-Unis qui peuvent se permettre de faire ça. Donc, en fait, si on résume, ça veut dire que le comité qui attribue à des pays l'organisation des JO, qui est un comité d'aristocrates, comme vous l'avez dit, enfin, une grosse entreprise, quoi. Quand ce comité décide de confier les JO à un pays qui est, par exemple, gouverné par un fasciste, enfin qui est un pays fasciste. Oui, bon, ou de droite, mais enfin non, là. Non, autocrate, j'ai dit. Autocrate. Ah, autocrate, pardon. J'ai entendu de droite. Genre... Ok, et ben du coup, en fait, le reste du monde est dos au mur. Donc c'est-à-dire que quand ces messieurs se décident de donner les JO à la Russie ou autre, et ben ils prennent un peu en otage. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas de boycott depuis 92. Depuis la fin de la guerre froide, il n'y a pas eu de boycott. Et ça ne veut pas dire, pour autant, que le sport est devenu apolitique. Ça veut juste dire que le sport est peut-être plus grand que la politique, mais ce qu'il a encore ne veut pas dire qu'il n'y a pas de politique dans le sport. Au contraire, il y a par un autre biais, le sport revient comme un boomerang dans la politique. Donc oui. Oui. Mais alors en fait, les pays démocratiques sont face à un choix qui est en fait une impasse, puisque d'un côté, soit ils refusent d'aller aux JO, et dans ce cas, donc, ils comme se marginalisent. Ils se marginalisent, et le jour où commencent les JO, on oublie leur existence. Et soit ils y vont, et dans ce cas, ils acceptent. Alors après, là, vous allez un tout petit peu loin. On peut participer aux JO sans être l'allié du régime autocratique qui a organisé les Jeux. Mais c'est vrai que les Jeux n'ont une influence géopolitique mondiale que s'ils sont réussis. Et s'ils sont réussis, c'est qu'il y a le monde entier invité. Et Sochi, c'est une réussite parce qu'il y avait le monde entier réuni, entendant Poutine faire l'inauguration et la clôture de ces Jeux. Donc oui, de certaine manière, les démocraties sont un peu complices de ce système, mais peut-on imaginer autre chose ? Après, vous êtes les leaders de demain, d'envisager d'autres gouvernances. Mais en même temps, on peut aussi imaginer que c'est pas mal d'ouvrir ces pays à d'autres choses, d'accepter que ces pays organisent des immenses événements pour pas qu'ils soient fermés sur eux-mêmes et qu'au contraire, ça donne un peu un éclairage à un moment donné. Quand regardez, on n'a jamais autant parlé autant des inégalités au Brésil. Quand le Pékin a obtenu les Jeux, bien sûr, il n'y a pas eu de boycott, mais on a beaucoup parlé du Tibet à ce moment-là. Alors, ça n'a pas forcément de conséquences réelles, mais on peut aussi imaginer quelque chose de plus vertueux et d'une participation qui serait une participation plus politique peut-être à ces épreuves. Voilà. Merci beaucoup. Bien, encore une fois, alors merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être venus. Ça a été un plaisir de vous accueillir dans cet amphithéâtre. Merci à vous d'avoir fait le déplacement à Nantes. D'ores et déjà, je vous donne donc rendez-vous pour notre prochaine conférence Iségoria qui aura lieu le 13 mai avec Frédéric Martel. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée. Merci à tous aussi. Merci beaucoup.
Et n'oubliez pas de revenir chercher vos cadeaux pour ceux qui ont attrapé les balles.